C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous êtes très actifs, posez vos questions. On salue tout le chat sur Twitch. Merci d'être avec nous. Et on continue cette table ronde sur les différents métiers, toujours avec mon équipe. Ça va toujours? Oui. Bah, très bien, on parle des différents métiers. Cette table ronde, enfin le thème de la table ronde reviendra assez régulièrement. On parlait un peu des routines, s'il y avait des journées types. Dans la traduction, est-ce qu'il y a une journée type ou une checklist que tu dois faire pour faire une journée de travail? Alors, en tant qu'indépendante, Jamais. non, pas vraiment, parce que ça dépend de si on va m'envoyer du travail, en fait. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est me lever tranquillement, sans réveil. Ok. Je prends mon petit déj, je regarde mes mails, et puis si j'ai des choses à faire, je réponds, je dis oui, je suis disponible, et puis après, je mets ça un peu dans mon planning pour avoir une vue d'ensemble. Et puis après, je m'y mets, quoi. Bah voilà, tout simplement. C'est quoi? C'est des agences pour la traduction de jeux vidéo? Au bout d'un moment, tu te fais aussi des contacts, j'imagine. Comment ça se passe? Oui, c'est surtout des agences qui se sont posées en intermédiaire D'accord. avec les studios. Donc ça a ses côtés pratiques parce que c'est un flux de travail assez constant. Et puis on a juste à se mettre à traduire, on n'a pas à préparer les fichiers, tout ça. Donc c'est très pratique. Et j'aimerais bien, dans le futur, démarcher des clients directement, des petits studios indépendants. Ça me plairait beaucoup. Plutôt le jeu indépendant, plutôt les blockbusters Je préfère traduire des jeux indépendants Ouais. parce que souvent on a plus de contexte. D'accord. Les développeurs nous répondent à nos questions. La source est de bonne qualité. Ils font bien attention. Alors que les plus grosses boîtes, c'est pas fait ça. c'est comme ça. Oui, c'est la multiplication des intermédiaires qui D'accord. fait que là, il nous manque le contexte sur la personne qui parle dans le dialogue, donc ça nous fait perdre du temps. C'est l'usine un peu. En plus, le jeu indépendant, bah voilà, c'est dit. Hein, si vous êtes dans l'univers des jeux indépendants, eh ben, n'hésitez pas à la contacter, bien évidemment. Quand on est éducateur, éleveur, est-ce qu'il y a une journée type? Ou, j'imagine, ça change aussi en fonction des chiens que tu as? Ça change tout le temps. Ouais, je m'en doute. On Je ne m'en peut doutais. pas avoir une journée spécifique, par exemple je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, c'est en fonction. C'est en fonction en fait des rendez-vous que j'ai, ça dépend des problématiques à travailler. Et en fait, c'est jamais pareil, et c'est ça qui est bien aussi dans ce métier. Oui. C'est que ça change tout le temps. Tu ne t'ennuies jamais. Et là, on va passer. Est-ce qu'il y a des formations à passer obligatoirement pour être éleveur éducateur? Alors, aux yeux de l'État français, il faut juste un ACACED. C'est quoi exactement? C'est en fait une attestation pour prouver en fait comme quoi on est apte à travailler dans le milieu animalier. D'accord. Et c'est tout ce qu'il faut généralement pour travailler dans les animaux, mais moi je trouve que c'est pas assez. Ouais, c'est pour rendre la chose officielle, en fait, c'est tout? C'est ça. En fait, c'est juste un certificat qui prouve en fait que vous avez des connaissances dans le milieu animalier, c'est tout. Ok, ça prouve rien, quoi. Exactement. Ça prouve pas en fait votre qualité, vos connaissances. Ça... En fait, ça sert à rien du tout à mes yeux. Mais beaucoup de personnes l'ont. D'accord. Font par exemple du pet sitting, de la garde à domicile, l'élevage. Puis au final, ils ont plein de problèmes. Par exemple, des chiens qui fuguent, des chiens qui n'écoutent pas, ou alors ils ont des problèmes au niveau sélection génétique. Sauf que nous, avec moi, les études que j'ai fait pour ma part, on apprend tout ça pendant 4 ans. Oui, voilà, c'est pas juste un certificat, C'est ça. c'est d'autres études en plus, c'est aussi, j'imagine, de la recherche tout le temps. C'est ça. C'est par exemple au lycée, on avait des recherches à faire par exemple pour une race, quelles sont les qualités, les défauts. Par exemple, dans les années, on va prendre par exemple l'exemple typique des caniches à Yorkshire. Dans les années 1800, ça servait à chasser les rats et les souris dans les égouts à Londres. D'accord, ok. Voilà. Et on devait faire des petites recherches par rapport au passé du chien. Et c'est ça qui était passionnant. Oui, donc c'est vraiment de la recherche tout le temps. Tu apprends tous les jours en fait quelque chose. Tout à fait. Et pour les personnes qui voudraient faire ton métier, quels conseils tu pourrais leur donner ou les compétences à avoir pour être éleveur ou éducateur canin? Alors, ou avec les animaux? Donc, pour être éleveur, moi je ne me contenterai pas de faire que la CACED. Dans un premier temps, je ferai des stages, je me renseignerai au maximum auprès des confrères, consoeurs, pour savoir si par exemple telle race c'est bien à élever, si c'est une race qui est demandée, si c'est une race par exemple, vous prenez par exemple le chien loup tchécoslovaque ou par exemple le Welsh Springer Spaniel, il y en a très peu en France. Il faut généralement aller à l'étranger. D'accord. Parce qu'en France, il n'y a pas la demande de cette race-là. Okay. C'est plus à l'étranger. Par exemple, prenez le berger australien, ça fait quasiment 4 ans qu'il est la race préférée des Français. Sauf qu'il y en a tellement en fait qu'il y a certains chiens qui développent du trouble du bon comportement parce que les personnes font de la reproduction, on va dire, un peu intensive pour répondre à la demande des personnes. Ouais, en fait, c'est comme une usine, quoi. C'est ça. On répond à un besoin. Tout à fait. Sauf que ça reste des êtres humains, enfin des animaux, donc ce ne sont pas des objets. Exactement. Mais ça, il faut le faire comprendre à pas tout le monde.
D'accord. Et tout le monde, j'imagine, n'est pas apte à écouter ou à entendre ce genre de choses. C'est ça. C'est par exemple, prenez des élevages multiraces qui font plus de 10 races de chiens. Pour moi, c'est pas des éleveurs. Oui. C'est des personnes qui font du chiffre. Oui, une entreprise. C'est ça. Moi, je fais qu'une seule race et ça me va très bien. Et moi, je dis que je suis un élevage familial parce que je fais qu'une portée par an, ou tous les 2 ans. D'accord. Et c'est surtout en fonction de l'état de santé de ma chienne, qui est très important. Évidemment. On sent que tu n'es pas suite en tout cas. Pour faire toi ton métier, animatrice, enfin créatrice de la valise à métier, les gens qui voudraient être dans l'animation par exemple, ou pourquoi pas un jour collaborer avec toi, quels sont les prérequis ou les compétences à avoir selon toi? Il faut avoir un bon relationnel déjà. C'est mieux. C'est très important. De la créativité quand même, quand on crée son entreprise, c'est important. Et puis une capacité d'adaptation aussi, surtout quand on travaille avec les enfants. Souvent on est surpris, les enfants ils nous surprennent, ils ont toujours des remarques qui arrivent comme ça en plein milieu de l'atelier, on ne s'y attend pas. Donc il faut savoir réagir aussi et être réactif en fait face parfois à des réactions auxquelles on ne s'attend pas. Ah oui, c'est clair. Voilà, mais c'est vraiment un métier où on s'adapte en permanence et on est aussi empathique et il faut avoir une fibre sociale aussi, parce qu'on travaille avec de l'humain, donc ça c'est vraiment important aussi. Et passer le BAFA. Il faut passer le BAFA, c'est hyper important. En plus, vous avez passé des très bonnes semaines en passant le BAFA. Dans la traduction, des compétences. Alors déjà, il faut parler d'autres langues. Déjà, c'est logique, c'est normal. Mais dès qu'on parle d'autres langues, quelles sont les compétences, les prérequis à avoir pour être dans ce métier-là? Il faut de la curiosité, il faut vraiment aimer être plongé dans notre langue source intensément. Donc le mieux, c'est d'avoir des connaissances, par exemple, anglophones dans le cas de l'anglais, et avec qui on parle régulièrement. Et puis regarder des séries, des films, lire et s'intéresser à la culture actuelle du pays pour pas être largué quand dans un texte, il y a une référence culturelle. Et des fois, moi, ça m'arrive d'en louper une et je cherche et puis faut aussi faut savoir chercher beaucoup. Oui, pour gagner un peu de temps. Voilà, faut chercher plutôt que de poser la question. D'abord on cherche et il y a beaucoup de références à trouver. Et tu traduis de quelle langue au français? C'est quoi? De l'anglais vers le français. L'anglais vers le français. Ok. Et en termes de formation, quelque chose nécessairement, il faut quelque chose obligatoirement pour être traducteur ou traductrice? C'est pas nécessaire, c'est mieux. Les clients font plus confiance si on a, par exemple, un master en langue ou alors en traduction. Ce serait le mieux pour moi parce que dans les masters de traduction, on apprend vraiment, on apprend plein de choses, notamment sur le fait d'être indépendant aussi. Donc moi, ça m'aurait bien aidé, mais je n'ai pas fait ce type de formation. Moi, j'ai un peu volté comme ça. À la base, j'ai fait une LLCE allemand. Et puis après, je me suis dirigée vers un master dans une école de traduction, mais ce n'était pas un master de traduction. D'accord. Mais je faisais quand même un peu de traduction. Et après, je suis rentrée dans le métier vraiment avec mon stage. Donc moi, le conseil, c'est le stage qui t'a vraiment formé. Mon conseil, c'est de faire, par exemple, si on veut être dans la traduction de jeux vidéo, c'est de faire des stages ou de participer à ce qu'on appelle des log jams. Donc c'est des petits événements où on fait une traduction d'un jeu, on monte une équipe et puis les équipes s'affrontent et puis il y a un jugement des traductions à la fin. Voilà. Et puis c'est un peu comme les game jams où les gens développent des petits jeux. En très peu de temps. Voilà. Et est-ce que tu as déjà eu des projets où tu t'es dit à un moment, là, je suis sous l'eau, j'arrive pas à m'en sortir, au final tu t'en es sorti? Est-ce que c'est arrivé ou pas vraiment? Oui, des fois ça arrive quand on se dit le projet va être sympa, normal, et en fait les dialogues sont dans l'ordre alphabétique, on ne sait pas qui parle, on a 0 réponse, on a 0 référence, la deadline c'est dans 3 jours, j'ai plus de 5000 mots à faire, bon voilà. Et là je me dis c'est horrible, et je passe de très mauvaises journées, je charbonne en fait. C'est du H24 quasiment. Oui, et puis voilà, je me dis, tu vas te coucher quand tu tombes, quoi. Genre, Mais ça a été, après, voilà, au final. Oui. Pas le choix, quoi. Mais après, je me dis, si j'ai un autre projet avec ce client ou ce jeu-là, je n'y touche pas, quoi. Oui. C'est non. C'est un peu l'antidote, ça soigne un petit peu avant d'accepter d'autres projets. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu dis avec un des chiens auquel tu t'occupes, là c'est compliqué, je ne sais pas si je vais m'en sortir ou pas vraiment, ou souvent? Alors, au tout début, quand j'ai créé ma société, je ne vais pas le cacher, oui. Ok. J'avais une chienne, par exemple, qui avait peur de tout. J'étais complètement paumé, j'ai fait plein d'exercices et j'ai demandé l'aide à une consoeur. D'accord. Qui m'a aidé gentiment et on a travaillé ensemble et on a réglé le problème avec la chienne. D'accord. Donc aussi après avoir de l'aide d'autres personnes, ça peut aider, voilà. En fait, quand on est dans une impasse,
au lieu de rester dans la passe, on va demander des conseils à des confrères, consoeurs, justement parce qu'à deux têtes, on réfléchit mieux qu'à une. C'est clair. Et grâce à ça, en fait, on a pu régler le problème de la chaîne en beaucoup moins de temps que prévu. Ok. Et tu as déjà eu des enfants dans l'animation où c'était compliqué, ou avec la valise à métier, des choses vraiment où tu t'es dit, tiens, j'arrive pas à capter l'attention d'une classe ou de certains élèves, ou pas? En classe, ça va, parce que souvent, comme ils sont nombreux, en fait, il y a toujours un petit noyau qui va Oui, ça fait un peu effet participer. ping-pong, au bout d'un moment, ça, Oui, ça voilà. joue, ouais. Après, sur des groupes plus petits, on voit que là, c'est vrai que ça peut être un peu moins dynamique. Donc Ok. là, il faut s'adapter, il faut essayer de trouver voilà, des moyens de les capter. Après, j'ai créé un jeu justement aussi pour pouvoir dynamiser un peu les ateliers, un jeu sur des métiers disparus. Voilà, donc on parle des vieux métiers, on parle de métiers un peu insolites. Donc ça, souvent, ça les réveille un peu. Oui, j'imagine. Et après, non, sinon, globalement, on s'adapte, mais globalement, quand même, sur une classe, il y a toujours des enfants qui participent et c'est quand même assez vivant en général. Ah, heureusement. Est-ce qu'on peut te suivre, te contacter? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver là pour la valise à métier prochainement? Oui, dimanche, je vais être à Sainte-Sabine pour un événement autour de la nature. C'est D'accord. Bouquin et compagnie qui organise cette journée. Donc j'y suis avec une apicultrice qui sera avec moi aussi sur cette journée où on va parler des métiers de la nature. Donc on va parler de 3 métiers, maraîcher, apiculteur et météorologiste. Rappel, c'est où? À Sainte-Sabine, sur Longève. Sainte-Sabine, très bien. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part pour te contacter? Si le développeur ou éditeur nous regarde ce soir? Oui, sur LinkedIn, c'est très bien. Sur LinkedIn, voilà. Le réseau pro, tout simplement. Des projets, des choses pour te contacter, comment ça se passe? Les personnes peuvent me contacter sur Facebook, Instagram D'accord. ou sur mon site internet directement. Voilà, et après, on voit avec toi les étapes pour gérer tout ça. En tout cas, merci à vous trois. C'était très intéressant de parler de vos différents métiers, de votre profession, du quotidien, des choses, et aussi des fois de faire appel aux autres à côté pour s'en sortir. Merci beaucoup à vous trois. Merci aussi pour le chat, d'être présent. Dans un instant, il y aura à la fois le Zap de la semaine, avec pas mal de vidéos comme le festival de jazz qui remplace Le Monde Jazz, l'histoire des 24 heures du Mans. Mais surtout, on va aussi recevoir un cascadeur et aussi créateur de contenu sur Instagram et TikTok. Mais ça, c'est après la pub. Alors, à tout de suite.